rapidement sur cette présentation, nous serons deux aujourd'hui. Donc, mon collègue Benjamin, qui est un ingénieur, notamment avant-vente, qui accompagne nos clients et partenaires sur la découverte de nos solutions, éventuellement leur mise en place. Et moi-même, donc Nicolas, je gère la partie purement commerciale, sur la partie offre B2B, notamment donc auprès de nos clients finaux, sachant que notre distribution elle est 100% indirecte, mais le but étant pour tous nos prospects ou clients d'avoir un point d'entrée directement auprès de l'éditeur pour toute question. Donc, cette présentation se déroulera en deux grandes parties sur le sujet de la surface d'attaque, avec notamment une redéfinition du sujet dans un premier temps et comment nos outils ont évolué. Et après, donc, une présentation vraiment détaillée de Benjamin sur le sujet et ce que sont surtout nos solutions aujourd'hui. Alors, juste un rappel de contexte sur le sujet, je pense que c'est important, puisque le sujet, c'est comment minimiser cette surface d'attaque. Déjà, qu'est-ce qu'une surface d'attaque? Ce qui est très compliqué, c'est que chacun va le définir de sa façon. Il n'y a pas vraiment de définition arrêtée. C'est quelque chose qui évolue en permanence. La surface d'attaque, ça va être ce que vous avez aujourd'hui, vos infras, vos applicatifs qu'il faut tous sans cesse mettre à jour. Ça va être l'ensemble éventuellement des équipements plutôt anciens, legacy que vous pourriez avoir. Ça peut être aussi et surtout vos filiales sur des fusions-acquisitions, l'intégration de nouveaux SI avec tous les dangers que cela comporte et la rapidité qui est parfois demandée par les directions, par les équipes métiers, où tout doit aller au plus vite. Et puis au final, sur la partie IT, on se préoccupe pas toujours de ce qu'il est possible de faire dans les temps impartis. En termes de sécurisation notamment, il y a la partie vraiment productivité, mais après vraiment il y a la partie cyber et l'importance qu'on va lui accorder dans les décisions et les délais qui seront impartis pour réaliser tout ce qu'il y a à faire sur la mise en place de la sécu. Ça va être aussi beaucoup, c'est ce qu'on voit maintenant, des problèmes de surface d'attaque liés à des prestataires, à des partenaires qui vont être utilisés. On le voit beaucoup si vous suivez l'actualité sur tous les grands groupes qui ont pu recenser des attaques, des Decathlon, des Renault récemment. Dans la très grande majorité, si ce n'est la quasi-totalité des cas, c'est très souvent des attaques qui sont subies, on va dire, avec plus ou moins d'effets de bord, par l'intermédiaire de prestataires, de tiers qui sont utilisés et qui vont eux apporter leur lot de vulnérabilité. Donc la surface d'attaque, c'est un sujet qui est compliqué parce qu'il est interne, mais il est aussi maintenant externe. Il y a toute cette notion de comment est-ce qu'on va vérifier la sécu de tout le monde. Le plus simple, c'est forcément de commencer par soi, de s'assurer d'être clean au maximum, d'être à l'état de l'art au maximum. Et je dis bien au maximum, tendre vers, puisque avoir quelque chose un environnement qui sera complètement patché, sécurisé à 100%, ce sera compliqué. Plus votre entreprise est importante, plus ce sera compliqué. Mais l'idée, c'est toujours de tendre vers. Passons au concret et sur les réponses des aides sur le sujet. La première chose, c'est que nos solutions évoluent sans cesse et on va toujours accompagner nos clients pour ça. Alors, on va vous faire un rapide récap sur l'évolution du sujet, parce qu'aujourd'hui, on parle notamment beaucoup d'IA et donc d'IA, de Threat Intelligence. C'est intéressant de voir d'où on part pour ça. On a forcément commencé avec la partie pour laquelle EZ est le plus connu, la partie antivirus pare-feu, avec ce que l'on faisait dans les années 90 notamment, et le produit Note 32. Aujourd'hui, beaucoup de personnes nous connaissent encore pour Note 32, pas forcément pour EZ. Et c'est important de partir de ce postulat que il y avait l'antivirus il y a maintenant 20-30 ans, mais aujourd'hui, fort heureusement pour nous, ce n'est plus ça, mais on est parti de ça. L'antivirus, donc vraiment avec des détections sur ce qui était connu, des détections basées sur la signature, sur le hash. Ensuite, on a rapidement évolué dans les années 2000 face à l'évolution des menaces, avec notamment des outils de type IDS pour détecter des attaques qui sont plus sophistiquées, avec des premières analyses de type comportemental que l'on pouvait proposer et intégrer à nos solutions, pour ensuite rapidement switcher, même on dit milieu des années 2010, mais même un peu plus vite que ça, sur vraiment du comportemental intégré, des premières notions d'IA. Alors, on va toujours faire un distinguo IA, machine learning. Pour nous, c'est surtout aujourd'hui du machine learning qui est utilisé, en tout cas jusqu'à sur cette période-là, avec des
des premières notions de proactivité, notamment avec l'arrivée des outils type EDR, SIEM, où on va de plus en plus monitorer, anticiper les attaques pour ne plus les subir. Et donc, c'est sur ce type d'outils que l'on basait la sécurité jusque maintenant. Et puis, aujourd'hui, on va intégrer de nouveaux concepts, alors qui sont aussi beaucoup des concepts très marketing, je vous l'accorde, et encore une fois, c'est vraiment des melting pots où on va vraiment mettre un peu tout et rien là-dedans. La partie IA, qu'est-ce que l'IA? Est-ce qu'on est vraiment sur du machine learning, de l'IA pure? On va aussi intégrer beaucoup aujourd'hui la notion de zero trust. Qui fait quoi? Pareil, c'est très compliqué. Pour nous aujourd'hui, le zero trust, et on va pas réinventer la roue, c'est vraiment être sur un principe où il y aura forcément de l'attaque. On va donc devoir du coup se sécuriser au maximum en minimisant les accès, en minimisant la durée des accès alloués. En particulier, si on est sur des accès pour du personnel externe, on va chiffrer au maximum la data. On va authentifier en permanence les utilisateurs. On va segmenter au maximum les réseaux, en particulier sur du legacy. Donc, c'est tout un tas à la fois d'outils et surtout de concepts comme ça intégrés sur la partie sur la partie Zero Trust. Et Z aujourd'hui va pouvoir contribuer à tendre vers cette approche. On ne pourra pas vous garantir d'avoir un Zero Trust complet en utilisant nos solutions, mais encore une fois, tendre vers et participer à cette partie-là. Et surtout, la reco qu'on fait toujours, c'est tester. Alors, il y a forcément des tests qui sont préconisés sur tout ce qui va être PRA, PCA, mais surtout tester en permanence votre sécu, vérifier les politiques de sécu. C'est aussi ça le Zero Trust, c'est de se dire, ok, j'ai des choses qui sont en place, c'est très bien, mais c'est pas parce que c'est installé que c'est forcément à jour et que c'est forcément opérant comme on le souhaiterait. Donc, bah, c'est forcément du temps, c'est compliqué, c'est des choses qu'on a envie de mettre sur le côté, mais il faut malgré tout se forcer à tester en permanence la partie cyber, la partie sécu, et c'est ça aussi le Zero Trust. Sur la partie IA pure, le message que l'on passe, et qui pour nous est extrêmement important, tant sur la partie d'ailleurs comportementale qu'il y a, on pourrait étendre le sujet, mais on va faire un focus sur l'IA, c'est que nos solutions ont depuis longtemps intégré ce type de concept. Alors encore une fois, dans les années fin 2000, début 2010, avec des notions vraiment purement de type machine learning, repartir de choses que l'on connaissait déjà, que l'on avait déjà observées, pour justement nourrir l'IA des Z, les Z à sa propre IA, qui s'appelle Augur, pour pouvoir être sur de la réponse beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide face à des nouvelles menaces. Et c'est un point qui est extrêmement important. On n'a pas eu besoin d'attendre l'EDR, contrairement à ce que certains marketing peuvent avancer aujourd'hui, notamment des marketing, des communications très américaines. On est les meilleurs, on a tout inventé. Non, des éditeurs tels qu'EZ, éditeurs européens, mais aussi des éditeurs tels que Bitdefender, Kaspersky, pour ne citer que, ont depuis longtemps intégré des notions d'IA et de comportemental dans leurs outils. Ne vous arrêtez pas à cette communication, ce marketing d'aujourd'hui, qui est de dire que la partie IA, la partie comportementale a été inventée il y a quelques années. C'est complètement faux. C'est des concepts qui sont complètement intégrés dans nos moteurs, dans nos solutions depuis plusieurs années, qui sont déployés sur nos parcs clients depuis de nombreuses années. Et encore une fois, on partait de machine learning pour améliorer nos capacités de réponse jusqu'à aujourd'hui aller sur des outils qui sont beaucoup plus complets. Sur la partie EDR, notamment aujourd'hui, on a des notions d'incidents sur lesquels en fait on va améliorer en fait la capacité des équipes qui surveillent l'outil, que ce soit en interne ou par des SOC, pour faire un focus sur ce qui est le plus important, sur ce qui est le plus à risque. On ne se base plus seulement sur un ensemble d'événements, un ensemble de détections. L'IA va créer ce qu'on appelle des incidents pour dire, OK, c'est sur ça qu'il faut faire un focus, parce que l'IA va faire une corrélation d'un ensemble d'événements qui, de prime abord, pourraient ne pas être reliés, pour dire, OK, ça, pour nous, c'est suspect, ça pourrait correspondre à un comportement de préparation d'attaque, parce qu'il y a X événements qui, pour nous, sont suspects. L'IA, aujourd'hui, c'est aussi dans nos outils, encore une fois, sur la partie EDR, MDR, mais aussi surtout sur la partie Threat Intelligence, sur laquelle on reviendra, de pouvoir aller requêter de l'information auprès de notre base. Il faut bien comprendre qu'EZ, c'est aujourd'hui 120 millions de machines protégées avec énormément de data qui nous est remontée chaque jour.
Et du coup, ça nous donne une base de données très solide de clients qui sont partout dans le monde. C'est aussi une des forces des aides. On a des clients sur tous les continents. C'est pas forcément le cas de nos concurrents américains. On a des clients partout en Europe, y compris en Europe de l'Est. On a des clients en Afrique, on a des clients en Asie. Ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, la grande majorité des menaces, elle vient aussi beaucoup d'Asie. C'est plus forcément focus sur la Russie. Et du coup, ça, pour nous, c'est une force majeure, cette data. Et ça se retranscrit par notre threat intel. Et typiquement, l'usage de l'IA dans la threat intel, c'est de pouvoir requêter, OK, est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ce type d'attaque? Sur ma verticale, quelles sont les menaces, les répertoriés, quels sont les groupes d'attaquants qui ciblent ma verticale, etc. Donc, c'est une façon d'aller plus loin. Il faut pas... Alors, c'est un outil qui est plus orienté grand compte, entité étatique, mais il ne faut pas croire que c'est forcément le précaré de ce type d'entité. L'IA aujourd'hui est de plus en plus abordable, notamment avec l'amélioration des plateformes de CTI. C'est aussi un outil qui est plus abordable avec des outils type rapport qui permettent de contextualiser la recherche. Donc, bah, tout ça rend la CTI plus abordable et plus digeste. Alors, on rappelle quelques chiffres. Je suis pas forcément fan, mais pareil, c'est très marketing, mais c'est intéressant et c'est important de quand même toujours contextualiser le fait que il y a toujours de plus en plus de menaces, il y a toujours de plus en plus d'expositions. Les groupes d'attaquants sont toujours de plus en plus nombreux et structurés. Aujourd'hui, c'est très facile dès lors qu'on a quelques notions d'informatique, de devenir franchisé de tel ou tel groupe d'attaquants ransomware et de lancer ses propres attaques. Et de fait, la menace, elle est là, et la surface d'attaque, il faut la réduire au minimum en se basant, si possible, c'est un point de vue qui est toujours intéressant, sur le point de vue de l'attaquant, la perspective de l'attaquant. OK, l'attaquant, quand il va regarder mon entreprise, quelle sera pour lui la surface d'attaque, par où il pourrait commencer pour essayer de préparer une attaque. Et le maître mot des aides, s'il y a une chose pour nous, un mot à retenir de toute cette partie théorique, c'est la partie prévention. Toute cette partie théorie qui permettait de resituer le contexte, c'est la prévention, la surveillance proactive des assets, du réseau, la détection d'intrusion, c'est une chose, mais surtout la détection de préparation d'attaque. Et ça se fait par notamment des outils EDR, CTI. C'est vraiment ce type d'outil aujourd'hui qui permettra d'anticiper les attaques et d'avoir cette proactivité, cette prévention. Notre endpoint aujourd'hui, notre EPP, qui est toujours implémenté chez une grande majorité de nos clients qui n'utilisent pas encore forcément des outils EDR. Notre outil EPP est un outil puissant qui, encore une fois, j'insiste là-dessus, intègre du comportemental, est pertinent face à du 0D. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir un EDR pour faire des détections sur des 0D. Mais cet EPP, il va être dans la réaction. Là où nous, aujourd'hui, on va être sur de plus en plus des modèles de prévention sur la détection des menaces, sur la détection des attaques qui se préparent. Et vous avez là toute une liste de concepts pour terminer cette partie théorique qui sont pour nous importants. Sur la partie prévention, c'est que forcément, ça donnera un meilleur cadre, une meilleure base pour la sécurité que vous voudriez mettre en place, que vous soyez partenaire ou client, peu importe. Les notions et les concepts sont les mêmes. Et c'est aussi cette prévention, même si c'est de prime abord du temps de demander à vos équipes, c'est vraiment une façon de se prémunir de ce qui pourrait se passer si jamais il y avait une attaque. Et in fine, ça reste un gain sur le long terme. C'est des outils qui demandent un certain temps à être mis en place, mais rapidement, on s'y fait. On le voit chez tous nos clients, quels qu'ils soient, quelle que soit leur taille. C'est forcément un cap à franchir, c'est un changement en termes de niveau de sécurité, en termes de niveau d'implication sur la cyber, mais in fine, c'est un bon investissement et sur le long terme, tout outil s'apprivoise. Voilà pour la partie contexte théorique qui était pour nous encore une fois importante à remettre en place. Et on va vraiment passer maintenant à la partie plus technique, produit. Quelles sont les réponses des aides? Encore une fois, on va parler d'EDR, on va parler de CTI, mais quelles sont nos réponses de façon plus globale? Je vais poursuivre sur cette partie. Normalement, j'ai lancé aussi le partage écran. Je me mets en diaporama.
Et je vais poursuivre là où Nicolas s'est arrêté. L'un des constats aussi, avant d'emmener sur les solutions côté Z, je vais faire aussi d'autres constats, c'est que les attaques, on le voit dans les différentes remontées de cyber qui touchent un petit peu les entreprises actuellement, c'est que ces attaques, elles n'ont pas lieu en pleine journée, elles sont déclenchées généralement la nuit, les week-ends. Pourquoi? Évidemment, ça semble logique à tout le monde. On sait que les entreprises n'ont pas toutes des surveillances 24/7 de leurs infras et que notamment bien la nuit ou les week-ends, c'est les périodes où on aura moins de surveillance, donc plus de possibilités de pouvoir attaquer les entreprises sans se faire voir. Ce qu'on constate aussi, c'est que les attaques ne touchent plus que les grandes entreprises. C'est vrai qu'il y a une époque où surtout les grandes entreprises qui étaient ciblées. Maintenant, depuis quelques années, on s'aperçoit que c'est vraiment tout type d'entreprises, TPE, PME, ETI, les collectivités, les associations. Vraiment, tout le monde est touché par ces cyberattaques. Donc, ce qu'on constate en termes d'attaques les plus courantes sur lesquelles on va peut-être prioriser la protection pour tout ce qui est attaque par le biais de phishing, les ransomware, le DDoS, des man in the middle. Je ne vais pas décrire un petit peu tous ces types d'attaques, mais le phishing, tout le monde le sait, c'est la récupération d'identifiants par des emails plutôt bien faits qui ressemblent à celui de sa banque, de son prestataire et autres. Le ransomware, donc chiffrement massif des machines. Le DDoS, c'est de l'attaque par déni de service. Donc en l'occurrence, on va envoyer tout un tas de requêtes par le net pour faire tomber un service qui n'arrivera plus à absorber la charge de requêtes. Les man in the middle, c'est de l'interception, donc c'est de la récupération pareil de informations qui pourraient servir à une attaque en interceptant des flux. Et les vulnérabilités zéro day, donc on le sait, que ce soit sur la partie système d'exploitation ou logiciel, à l'heure actuelle, tous les jours, des failles sont découvertes sur les OS ou les logiciels les plus communs. Et donc, c'est l'utilisation de ces failles non connues dans le cadre d'exploiter ces failles pour mener à bien une attaque. On a une tendance, on voit que les ransomware sont toujours encore très nombreux, encore sur l'année 2024. Et donc là, on va parler justement des différentes couches de protection que l'on met en œuvre dans nos produits endpoint, donc dans la protection de vos postes et serveurs. Donc là, on ne parle pas d'EDR, même si de nombreuses de ces couches utilisent de l'analyse comportementale, du machine learning, de l'IA. Il n'empêche qu'on est sur des technologies qui sont uniquement au niveau du endpoint. Donc, comme l'a indiqué Nicolas, ça fait, on l'a vu aussi tout à l'heure dans l'historique un petit peu de l'évolution des technologies EZ. Ça fait un grand nombre d'années que EZ n'utilise plus que de la base de signature, puis après de l'analyse de code avec les signatures de type ADN. Maintenant, on a aussi le scanner UEFI pour tout ce qui est modification de l'UEFI. C'est plutôt pour tout ce qui est rootkit, modification du démarrage de la machine dans le but de charger des malwares dès le démarrage du BIOS. Donc, on a aussi tout ce qui est détection au niveau de l'IDS, donc de tout ce qui est détection d'utilisation de failles réseau, de brute force attaque sur le réseau, sur notamment les protocoles SMB et RDP. Donc, tout ça est détecté, protégé par nos endpoints. Du sandbox local qui va être complété par un sandbox cloud dès lors que ces technologies locales ne permettent pas d'être sûr à 100% qu'un fichier, un échantillon suspect serait une menace ou pas. On va appeler par le biais des data centers EZ une puissance de calcul bien plus élevée pour faire jouer un sandbox en cloud plus complet, plus poussé que ce qu'on peut faire localement, notamment avec des simulations d'avancée dans le temps, avec de l'émulation sur différents OS.
À noter que donc quand ces couches en phase de pré-exécution, qui était le rond extérieur, ne permettent pas de, on va dire, non pas détecter une activité malveillante, il n'empêche que pendant la phase d'exécution, on aura d'autres couches d'analyse qui vont se mettre en œuvre, puisqu'on sait qu'on ne peut pas tout détecter avant l'exécution. Et dans ce cas-là, vous avez le scanner en mémoire. Par exemple, si le virus a chiffré une partie de son code, on ne pourra pas la partie malicieuse, évidemment, le voir en amont de l'exécution. Mais par contre, pendant la phase d'exécution, le code étant décompilé en clair dans la mémoire, on va pouvoir le bloquer. Donc, vous avez aussi un bouclier ransomware, et avec une petite nouveauté qui arrive pour ce mois-ci, c'est le rollback qui sera lié au ransomware. En l'occurrence, quand le dropper d'un ransomware n'a pas été détecté en amont de son exécution, pendant l'exécution, si on était passé au travers, on va détecter l'analyse, on va détecter le comportement de chiffrement massif de fichiers. Et là, on va bloquer le process, et cette fonctionnalité, cette protection va être couplée à du rollback, de sorte à ce que le temps qu'on ait coupé le process, s'il y a des fichiers qui auraient commencé à être chiffrés, bien, vous allez pouvoir les restaurer. L'exploit blocker, qui est de la surveillance des processus qu'on sait être vecteur de faille, tout ce qui peut être navigateur web, Java, lecteur PDF, etc. On sait comment se comporte un lecteur de PDF. Dès lors qu'on a une anomalie sur le processus, on va pouvoir bloquer. Donc là, on ne se sert même pas d'une base de CVE au niveau de l'exploit blocker. On est vraiment sur de l'analyse comportementale sur les processus qu'on connaît, et sur lequel on aura une surveillance 24/7, en tout cas tant que la machine est allumée et le processus actif, de sorte à ce que si une attaque, enfin une utilisation de failles inconnues était utilisée, on puisse détecter l'anomalie. Et enfin, post-exécution, donc le rond central, à noter qu'on continue de faire la surveillance de tout ce qui est flux sortant pour tout ce qui est botnet protection, de sorte à ce que vous n'ayez pas un poste qui se connecterait à un réseau de botnet, de la soumission de fichiers suspects au travers du LiveGrid et du LiveGuard, et le navigateur sécurisé. Donc voilà un petit peu les différentes technologies que l'on met à disposition dans la protection des postes de travail et des serveurs, donc qui permet de protéger un peu, on va dire, tous les types de menaces dont on a parlé, ransomware, violation de données, attaques ciblées, attaques sans fichier, et chiffrement des données. À noter aussi qu'on donne la possibilité de protéger les mobiles, puisque maintenant, si on parle de surface d'attaque, bien les mobiles est une nouvelle porte d'entrée au niveau des attaquants. De plus en plus d'utilisateurs disposent maintenant d'un téléphone, qu'il soit personnel ou professionnel, avec sa messagerie dessus, avec de l'échange de données, avec des outils, des applications, etc. Donc, à noter que sur Android, on va apporter une réelle protection anti-malware, plus des fonctionnalités de MDM, notamment avec des fonctionnalités anti-vol qui permettent de verrouiller, déverrouiller, géolocaliser, wiper les données à distance, donc effacer les données à distance. Et sur iOS, on ne fera que du MDM, puisque Apple ferme complètement le développement de solutions de sécurité anti-malware aux différents éditeurs. On va protéger aussi un autre vecteur maintenant d'attaque, puisque de plus en plus d'entreprises utilisent des solutions cloud pour tout ce qui est messagerie et solutions collaboratives, notamment Office 365 et Google Workspace, les principaux. Et on sait que beaucoup d'URL malveillantes ou de fichiers malveillants sont envoyés par le biais de la messagerie. Donc, on va proposer une protection directement au niveau des serveurs. C'est important. Le but, c'est de protéger vraiment au maximum en amont, donc directement au niveau des serveurs Microsoft ou Google. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous protégez vraiment au plus haut possible, de sorte à ce que même si l'utilisateur utiliserait sa messagerie professionnelle depuis son poste personnel, depuis un téléphone qui n'est pas protégé par les aides, que si jamais il envoyait des malwares ou recevait des malwares, il ne soit pas infecté, puisqu'on aurait les détections directement des serveurs Microsoft.
L'une des protections qu'on offre aussi pour protéger et diminuer la surface d'attaque liée au risque d'authentification, puisque par le biais d'un man in the middle ou d'un phishing, eh bien, les cybercriminels vont pouvoir récupérer des identifiants, et dès lors qu'ils ont récupéré ces identifiants, ils vont pouvoir tester l'accès à différentes portes du SI. Ça peut être l'accès VPN s'il y a un VPN, ça peut être l'accès à une machine dès lors qu'elle aura été récupérée au niveau de la session Windows, ça peut être les accès à un RDP, si le serveur RDP notamment est ouvert sur le net, mais pas que. Et l'une des possibilités, on l'utilise tous et c'est rassurant déjà quand on va payer un article sur Internet de voir qu'effectivement on va vous demander d'utiliser votre téléphone pour valider cet achat. Là, on est exactement sur le même principe d'utilisation, à savoir vous rentrez vos identifiants normaux, généralement ceux de l'Active Directory pour rentrer sur votre VPN ou sur votre session et on va utiliser un facteur supplémentaire par le biais de l'appli mobile EZ Secure Authentication qui n'est pas la seule possibilité d'authentification. On est aussi compatible avec les hard tokens, donc des petits dongles USB ou l'envoi de SMS par exemple, pour avoir se dire que pour passer l'authentification, il faudrait en plus pouvoir voler le téléphone de l'utilisateur. Donc, on va renforcer l'authentification grâce à cette solution, excusez-moi, donc EZ Secure Authentication. L'un des vecteurs d'attaque encore que l'on va pouvoir protéger avec les solutions EZ, c'est tout ce qui est utilisation des failles logicielles, que ce soit au niveau du système d'exploitation ou des logiciels installés sur la machine. L'utilisation de ces failles est de plus en plus répandue pour mener à bien des attaques. Donc, on a ajouté maintenant depuis plus d'1 an, 2 ans, je dirais, la détection de ces CVE au travers de nos produits endpoint et serveurs. Et le but, évidemment, une fois qu'on a remonté ces failles, ça va être de les patcher. Et donc, on a une fonctionnalité de mise en place des correctifs, donc de patch management, liée aux détections de ces CVE. On voit aussi du constat que de plus en plus, la partie endpoint n'est plus suffisante dans les attaques les plus sophistiquées. En fait, le déclenchement du malware n'est que la phase finale de l'attaque. Et en fait, toute la partie en amont n'est pas visible par le endpoint lui-même, puisque ce n'est pas une utilisation de malware qui va être faite pour mener à bien cette attaque, mais l'utilisation de choses légitimes, d'un script. On va être plus sur des comportements un peu suspects, sans être face à un malware à proprement dit. Et donc, le PP à ce niveau-là n'est plus suffisant. On parle de plus en plus de solutions EDR, XDR qui vont permettre de remonter ces anomalies, ces, on va dire, comportements suspects dans le but de détecter la préparation d'une attaque. Donc, c'est ce que permet la solution EZ Inspect, qui va permettre d'aller beaucoup plus loin en termes de visibilité, puisque, encore une fois, le malware dans une attaque sophistiquée ne sera que la partie visible de l'iceberg et finalement la finalité d'une attaque qui a été préparée en amont. Alors, la partie inspect, donc notre XDR, va permettre de savoir qui a été affecté, quand est-ce que c'est arrivé et comment surtout c'est arrivé, en donnant une visibilité complète de la chaîne d'attaque, des différentes chaînes de process. Avec évidemment le but de bloquer d'avoir une réponse à ces événements. En bloquant par exemple un process, en supprimant un fichier suspect. Donc les différentes, on va dire, les différentes techniques utilisées, ça peut être tout ce qui est mouvements latéraux, ça peut être des données de l'attaque sans fichier. On va dire que, en fait, notre solution, si vous connaissez le Mitre Attack, est, on va dire, très lié à cette matrice qui recense toutes les techniques, tactiques, modes opératoires qui sont catégorisés. Il y a quand même un très grand nombre
de règles de détection liées à ces tactiques de mode opératoire. Et donc, nous, on va amener nos propres règles qui vont couvrir ce spectre Mitraille-attaque, avec évidemment les rémédiations associées, avec, j'en ai parlé, le blocage de l'exécution d'un fichier, le fait de shooter le process, d'isoler la machine du réseau. Et donc, notre solution XDR, donc EZ Inspect, est un complément à notre produit Endpoint pour avoir toute cette visibilité et pouvoir bloquer la préparation d'une attaque sur votre système d'information. Donc là, vous avez un schéma qui vous montre l'écosystème complet dès lors qu'on on pourrait être intéressé à protéger ou qu'on pourrait être, client, entre guillemets, de toutes ces possibilités et vecteurs d'attaque qu'on a pu citer. Donc, on a cette gamme complète où tout tourne autour de la plateforme EZ Protect pour nos clients qui utilisent déjà nos solutions. Hein. C'est la plateforme d'administration sur laquelle tout gravite. Vous avez ici une petite étude comparative de marché qui montre que la gamme des produits EZ par l'ensemble des technologies et fonctionnalités qu'on a pu rapidement présenter au cours de ce WebSem par rapport à ce que propose la concurrence, on voit qu'on est plutôt complet. La seule ligne qu'on ne remplit pas nativement au niveau de la gamme EZ, c'est la partie DLP, Data Leak, Data Loss Prevention, qu'on va couvrir par le biais d'un partenariat avec une solution qui s'appelle Safetica. Mais pour vous, tout le reste, on voit que c'est bien natif dans l'ensemble des solutions qu'on peut proposer. Donc, en termes de bundle, puisque nos licences s'articulent autour de bundle, où on commence donc sur un bundle entrée qui, comme le nom l'indique, est l'entrée de gamme avec la protection des serveurs et des endpoints au travers de la console d'administration. Dans le bundle Advance, on va vous rajouter le Sandbox Cloud et le chiffrement complet des disques. Au niveau du bundle complete, on reprend cette base sur laquelle on va proposer la protection de la messagerie, qu'elle soit on-premise avec un Exchange on-prem ou la partie cloud avec Office 365 et Google Workspace, plus le scanner de vulnérabilité et le patch management. On va avoir un bundle, on peut dire, un petit peu intermédiaire entre le complete et l'élite, où on va reprendre la base du Advanced sur lequel on va intégrer notre XDR. Par contre, on n'aura pas la partie messagerie patch management si le client ne souhaite être équipé que sur la partie endpoint et la partie XDR parce qu'il n'a pas de besoin sur les briques messagerie. Il va pouvoir prendre ce bundle intermédiaire qui est l'Enterprise et après le bundle le plus complet qui est le bundle Elite où on va avoir l'ensemble des technologies et des produits EZ. Sur lequel d'ailleurs, que ce soit le Enterprise ou le Elite, dès lors qu'on dispose de la solution EZ XDR, EZ Inspect, on va pouvoir ajouter une couche de service de surveillance 24/7, puisque comme je l'indiquais dans un de mes slides, les attaques ont plutôt lieu le week-end et la nuit. Et donc, si vous n'avez pas... alors, c'est déjà en termes de compétences cyber, système, réseau, beaucoup d'entreprises ont du personnel compétent, mais souvent, surtout dans les petites entreprises, d'avoir ces compétences disponibles 24/7, ça c'est déjà beaucoup plus compliqué par rapport à la taille de l'équipe, de pouvoir assurer des astreintes, etc. Et c'est pour ça que beaucoup d'entreprises font appel aux éditeurs, à des micro-SOC pour pouvoir surveiller, ou des SOC pour pouvoir surveiller en 24/7 l'activité, notamment EDR des machines et prévenir toute tentative d'attaque. Donc, ce que propose EZ, évidemment, au travers de deux types de services, MDR for SMB et le MDR Ultimate. Donc, je démarre très rapidement cette courte démo, mais qui permettra de voir un petit peu les interfaces, l'ergonomie, les différentes fonctionnalités. Donc là, je suis connecté à notre portail EZ Protect Hub, sur lequel on va pouvoir gérer l'accès, l'ajout de vos licences, la gestion de vos utilisateurs, qui va permettre de définir aussi les droits d'accès qu'ils vont pouvoir avoir sur les différents environnements d'administration EZ, puis l'accès aux
aux consoles, évidemment. Donc là, j'ai déjà ouvert la console EZ Protect, qui permet de centraliser la gestion des ordinateurs, des serveurs, des mobiles au travers d'une arborescence de groupes statiques et dynamiques, sachant que les groupes dynamiques, en fait, l'appartenance à ces groupes va se faire au travers de certains critères. Vous avez, par exemple, tout de suite les critères spécifiques aux ordinateurs Windows, avec le sous-groupe poste de travail, serveur, mais on va pouvoir, là, on a créé des groupes dynamiques qui permettraient de détecter un concurrent, dans le but, généralement, d'y associer des tâches clients. Et les tâches clients, ça va être, par exemple, de désinstaller le produit concurrent quand il est détecté, d'installer Z quand il n'y a plus aucun antivirus détecté, tout ce qui est tâches autour de l'articulation des produits EZ pour lancer un scan, pour lancer une analyse. On retrouve d'ailleurs les tâches les plus couramment utilisées directement dans le menu contextuel. Sur un poste, je vais pouvoir tout de suite lancer une analyse avec nettoyage, sans nettoyage, ou un scan des vulnérabilités, déclencher l'isolation réseau dès qu'on aurait un doute sur le poste, finir l'isolation réseau. On va pouvoir programmer un arrêt, un redémarrage du poste, une déconnexion, lancer le RDP, lancer les modules, la mise à jour des modules du produit, on déclencher les différentes tâches que vous avez préparées dans la section tâches. Toujours à noter aussi pour les clients, enfin les participants qui ne connaissent pas du tout les produits EZ, on a un inventaire complet des postes. Quand je suis sur le détail d'un poste, si un utilisateur connecté dessus, je vais pouvoir voir l'utilisateur, je vais pouvoir voir les applications installées, ce qui est visible dans la justification de programme. Je vais pouvoir avoir des informations détaillées sur le système d'exploitation, sur le matériel. Là, c'est du VMware, mais si vous utilisez nos solutions sur du matériel Dell, HP, les nouveaux, vous verrez qu'on vous remonte le fabricant, modèle, numéro de série, quantité de CPU, RAM, disque, les cartes réseau, leur configuration. On monte tout cet inventaire. Généralement, ça plaît quand même beaucoup à nos clients, le fait de remonter toutes ces informations. Ici, dans les tableaux de bord, on va voir les chiffres clés en temps réel sur des détections, sur par exemple, ici, on va voir tout ce qui est spécifique à notre détection de vulnérabilité et patch management, avec quelles sont les machines qui présentent le plus de vulnérabilité, les applications qu'il faudrait patcher le plus rapidement possible. Ensuite, vous avez des données autour de notre EDR avec les alertes critiques. Si on veut voir un peu plus de détails sur ces alertes critiques, je vais pouvoir directement ouvrir la console dédiée à notre DR pour un petit peu surveiller ces alarmes, voir ces incidents. Notez que notre solution XDR, l'intérêt, c'est qu'elle fait une corrélation de différentes règles qui ont pu se déclencher au niveau de l'EDR, mais aussi au niveau du endpoint, afin de vous donner une vue graphique de la chaîne d'attaque. On peut voir de quelle machine c'est parti, vers quelle machine ça s'est propagé, par quel process. Donc là, vous avez une vue graphique, mais à noter aussi qu'une vue qui est très intéressante, c'est la timeline qui va permettre de remonter au patient zéro, où là, on voit que tout est démarré, par exemple, de ce script démarré par un CMD, et on voit les différentes, puisque tout est déclenché par la même source, et que ça, le produit, l'IA va le détecter. On va avoir une corrélation des différentes détections, que ce soit celle de l'EDR. Donc, dès qu'on est sur du rôle, c'est une détection liée à l'EDR. Et dès qu'on est sur du antivirus, c'est des détections liées au endpoint. Et on voit bien qu'on a l'ensemble de ce qu'a pu détecter l'ensemble des produits EZ sur une machine dans une même timeline et dans une même vue graphique. Si après on parle par exemple de protection de la messagerie, je vais pouvoir ouvrir l'onglet qui me donne un petit peu les chiffres clés en termes de détection sur la partie Office 365, et de la même manière, dès que je vais demander l'ouverture de certaines informations au travers du tableau de bord, il va m'emmener sur l'interface dédiée où je vais pouvoir voir les différentes détections de phishing, de spam, de malware au travers de la messagerie Exchange ou encore du OneDrive, etc. Les petites choses, la partie vulnérabilité, où on va recenser ici l'ensemble de chaque vulnérabilité pour obtenir du détail, de la description sur la CVE, son niveau d'exploitation, d'exploitabilité, d'impact. On peut regrouper par application pour voir quelles sont les applications qui m'exposent le plus en termes de failles
sur le réseau, sur le parc. Et évidemment, la possibilité de mettre en œuvre les correctifs pour patcher les applications qui ne seraient pas à jour, que ce soit des correctifs au niveau du système d'exploitation ou des logiciels eux-mêmes. Moi, je pense avoir peut-être pas montré la console ESA. Alors, la console d'administration pour le double facteur, c'est en fait, on va synchroniser vos utilisateurs Active Directory et les protéger avec cette solution double facteur. Et je vous montre un petit exemple, par exemple, sur un RDP que j'utilise pour mon labo. Vous allez voir qu'en plus de mon identifiant et mot de passe pour me loguer sur ce serveur, je vais pas rentrer tel quel. Là, il me bloque en me demandant d'approuver mon ouverture de session via l'appli sur mon téléphone. Je suis en train de le faire actuellement. Et là, j'appuie sur approuver. Donc, j'ai reçu un push notification sur le téléphone. Je clique sur approuver et là, tout se passe. Ce qui fait que je suis sûr que si mon login, mot de passe était volé, on ne pourrait pas rentrer comme ça sur ce serveur. Voilà une très très courte démo, mais c'était vraiment plus pour vous donner un aperçu des différentes consoles, des différentes fonctionnalités, comment ça s'agence. Évidemment, si vous avez des projets, si vous avez besoin d'en savoir plus, n'hésitez pas à contacter vos commerciaux pour potentiellement effectuer une présentation dédiée.